Dans la vie de chacun de nous, il y a eu un temps réservé à l'étude. Probablement, votre carrière a commencé de cette façon. Vous avez étudié quelque chose et puis vous êtes devenu calé dans ce domaine. Donc, il y a des moments où il nous appartient d'étudier quelque chose pour découvrir peut-être quelque chose qui nous attire particulièrement, mais nous sommes toujours en train d'étudier le monde, d'essayer de comprendre combien il fonctionne, d'acquérir des outils pour pouvoir servir nos idées et nos inclinations et les choses envers lesquelles nous nous sentons attirés. Mais vous, vous avez été amené ici jusqu'à moi afin que nous nous rencontrions. Et je vous demande maintenant, maintenant que vous avez étudié tellement de choses, pas tout bien sûr, personne ne peut étudier tout, mais maintenant je vous demande de vous étudier vous-même. Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, c'est facile si je vous dis, étudiez un petit peu ce territoire, le cours des eaux, les saisons, la composition de la Terre. C'est facile parce que vous considérez que vous êtes celui qui va entreprendre cette étude en vue d'un objectif pour comprendre quelque chose, pour acquérir une nouvelle habilité et utiliser cette connaissance pour un résultat. Mais vous, vous êtes venu à la recherche de la vérité. Donc, je ne vous envoie pas étudier les collines et le cours des eaux. Je vous dis, étudiez-vous vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment s'y prendre? Est-ce que c'est un moi-même qui en étudie un autre, un moi-même moins élevé, qui apprend, qui observe, découvre un moi plus élevé? Alors, comment commencer? Par où? Ceux d'entre vous qui suivent le satsang depuis un certain temps, je ne trouve pas que cette question soit déplacée. Vous avez déjà commencé à observer, alors comment étudier ce que nous sommes? Le corps, nous pouvons l'étudier à travers la médecine, la biologie, nous pouvons étudier le fonctionnement du corps, le prana, le souffle vital, nous pouvons étudier notre sang, notre groupe sanguin, mais il ne s'agit pas de celui qui les observe. Alors après, nous pouvons étudier notre caractère. Comment observe-t-on son caractère? Les gens dans les temps anciens disaient « Connais-toi toi-même ». De quoi parlait-il? Quel est le toi-même qu'il faut connaître et qui va le connaître? Quelqu'un de séparé, un moi-même séparé qui va connaître cet autre moi-même? Bon, si nous nous y prenions à partir du mental, sans aucun doute, il y aura de la confusion. Qu'est-ce qui étudie qui et quoi? Mais à tout moment, vous avez un sentiment naturel de votre propre être et nous pouvons partir de là. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Si tous les habitants de la Terre disparaissaient, vous sauriez quand même que vous êtes toujours là. Si les pensées qui peuvent vous traverser, qui vont et qui viennent, c'est toujours vous qui les observez. Toutes les pensées du monde, qui sont perceptibles, s'ils passent à travers vous, à travers votre être, ils seraient remarqués, observés par quelque chose. Ce qui les voit, est-ce la même chose que les pensées elles-mêmes? Alors, nous pouvons regarder un peu plus en profondeur et dire tout de suite, non, ce n'est pas possible parce que celui qui les observe, mais celui qui les observe, demandons-nous tout de suite après, est-ce que l'on peut l'observer, lui? Ça semble créer une torsion bizarre dans le mental. Celui qui voit tout le reste, est-ce qu'il peut être vu et un tel sujet existe-t-il? Et quand on vous demande d'observer ça, tout à coup, comme par hasard, surgit une sorte de paresse, de résistance, comme si on l'a justifié en disant « mais enfin, pourquoi faire tout cet effort? Nous ne savons pas déjà qui nous sommes ?» Mais je vous dis que vous pouvez observer cela aussi, cette résistance qui surgit.
nous pouvons observer aussi cette résistance à la question. Et celui qui semble résister, est-il vraiment toi-même? Jusqu'à quel point est-il proche de toi? Si je dis approchez-vous, on s'approche, quelques centimètres, et puis on se touche. Devons-nous, non-nous un à ce moment-là? Mais si deux choses, même en s'unissant, même se fondent, même cette fusion peut être observée. Alors, l'important n'est pas ce que nous voyons devant nous, mais que le fait que quoi qu'il arrive, cela est perçu. Et ce qui le perçoit, où se trouve-t-il? Où est-il placé? Peut-on dire qu'il est devant, derrière, sur le côté, en dessus, ou bien en dehors, ou même en dedans? Alors, avec ça, il faut vous poser. Et qu'est-ce que ça veut dire? Simplement rester dans la tranquillité, dans la contemplation tranquille de cela. Ce que vous percevez, que vous pouvez observer, étudier, dans son caractère, sa nature, son poids, sa grandeur, son dessin, tout cela est perçu aussi. Et la perception de ces choses-là, la perception elle-même, ne pouvons-nous pas dire qu'elle est observée elle-même, l'action même de percevoir, nous pouvons en être conscients. Regardez ce qui se passe. Même le sentiment de toi-même, tel qu'il est dans la mémoire, l'archivage de ton histoire, le sentiment de ta place dans le monde. Tu as conscience de cela aussi. Et qu'est-ce que cela signifie? Que dans le lieu de la conscience, la conscience a-t-elle un contenu? Notre mémoire, notre personnalité a un contenu, mais ce qui est conscient du contenu en a-t-il un lui-même? Et qui est en mesure d'accueillir cette question? Est-ce la personne? Alors que même la personne est percevable, ces questions sont celles qui viennent avec la quête de s'éveiller à la réalité. Et je vais vous le dire d'avance, aucune réponse objective ne pourra vous satisfaire. Cela ne peut pas être vu. Ce qui perçoit toute chose ne peut pas être vu, ne peut pas être perçu. Mais je vais entrer encore un peu plus dans le subtil. Le mental lui-même est le premier à prendre place sur la chaise du témoin et à dire toutes ces choses-là, je peux les percevoir, tout ce qui a une qualité, une forme, le temps, le changement, c'est moi qui perçois tout ça. Et alors, ensuite, nous disons, mais le mental n'est-il pas percevable lui aussi? Et si on peut le percevoir, qu'est-ce qui le perçoit? Je ne veux pas une réponse qui soit faite de concepts. Je veux que la question devienne comme un faisceau de lumière qui regarde au scanner s'il y a une entité qui est le témoin de tout cela, de tout le reste. Ça, c'est le chemin de la conscience du soi. Vous pourrez découvrir que peut-être que toutes les questions semblent se dissoudre, disparaître, s'évaporer, et que ce qui reste est vraiment sans nom, sans forme, et étrangement, et conscient de soi-même. C'est un champ de conscience de soi. Cette introspection grandit au sein de sa propre force. Elle devient plus aiguë, plus pointue, plus puissante, mais elle nous amène toujours dans une dimension de grand espace, dans une intelligence profonde. Et c'est plus profond que les états, parce qu'un état peut être observé aussi. Alors, quelqu'un peut demander, mais quel est l'avantage de tout ça? La question ne peut la poser que celui qui veut avoir des avantages. Mais à mesure que vous avancez dans votre démarche de remettre tout à l'absolu dans l'offrande de vous-même, vous vous apercevez qu'à chaque pas, vous éprouvez
le besoin d'entrer encore plus en profondeur. Et ce n'est pas un piège, c'est la liberté. Le piège est derrière vous maintenant. Vous êtes en train de vous rétablir dans votre état naturel et vous n'aurez pas besoin de quelqu'un qui vous explique qu'il est naturel. Comme si vous étiez seul quelque part et que vous tombiez malade, vous n'auriez pas besoin que quelqu'un d'autre soit là pour vous le dire. Et de même, quand vous êtes heureux, vous savez bien que vous êtes heureux. Vous ne vous le demandez pas. De même, quand vous êtes libre de l'encombrement du brouhaha des concepts, vous vous en apercevez et vous savez que vous êtes maintenant dans votre état naturel. Merci. Un peu plus loin, Muji, dans sa promenade, rencontre quelqu'un qui lui demande: si la contemplation n'aboutit pas à une dimension d'espace, est-ce que cela signifie qu'elle n'a pas atteint son accomplissement naturel? Disons que toute contemplation authentique et réussie ramène au soi, ramène à cette conscience dans laquelle les conflits qui accompagnent la personnalité, la personne, tous les doutes, toute la confusion, tout cela est déraciné. Et ce qui reste, c'est juste une conscience éveillée. Et dans cette conscience, on voit que tout est à sa place. Dans le flux naturel des choses, même ce corps qui bouge dans l'espace trouve sa place. À l'intérieur, nous voyons que tout est dans le flux naturel des choses. Même l'impression de désordre est inscrite à l'intérieur d'un ordre plus grand. Et le sentiment de non-harmonie est à l'intérieur de la grande harmonie générale. Et quand nous arrivons à reconnaître cela, il y a un silence, il y a une quiétude, il y a une immobilité qui n'est pas en opposition avec le mouvement. Le mouvement se déroule, cela fait partie de son expression, mais au cœur du mouvement même, il y a la vacuité, il y a le silence, et c'est la source même du mouvement. C'est cela le mystère. Certains diront: « Oh, mais ce n'est pas très scientifique. » Au contraire, c'est de la science pure. Quand la science atteint le cœur même de son origine, vous voyez que c'est cela la pure science. L'univers entier est construit à l'intérieur de la conception la plus pure du divin, de Dieu, le mental le plus pur. Et celui qui est conscient même de la pureté du mental est l'indicible. Et il n'est pas à une certaine distance de toi, comme si tu pouvais t'en rapprocher en allant dans une direction ou dans une autre. Tout se déroule à travers nous, devant nous, afin que nous puissions finalement voir que ce qui est ici est simplement l'indicible. Parfois, la vibration de la personne est ressentie et le mental arrive rapidement pour dire « il y a un problème ». Je le sens dans le corps, mais il n'y a pas de problème. C'est aussi de la gymnastique de discernement que doit faire la conscience. Je n'ai rien contre. Le corps dans lequel il se manifeste, le bruit et celui qui en est dérangé font l'un et l'autre partie de la conscience manifestée. Donc tout cela est géré. Pourquoi faire entrer en scène un moi qui s'en préoccupe? Mais il faut du temps pour comprendre ces choses. La cuisson est lente. Mais soudain, parfois, il y a un grand feu, une grande flambée, et tout est brûlé. Cela arrive comme ça. C'est
c'est un déploiement naturel de la part du divin, tout ce qui se déroule. Mais à un certain moment, l'intérêt pour tout cela devient extrêmement superficiel. Et ce n'est pas une façon de maudire la manifestation, tout ce qui se déroule. Non, tout peut nous être utile. Tout dans la vie est un miroir qui reflète la vérité. Et il reflète des choses de plus en plus subtiles, de plus en plus subtiles, jusqu'au moment où il n'y a plus de dualité entre le miroir et ce qu'il reflète. Mais je sens qu'effectivement, il faut du temps, il faut un certain temps. Le temps fait partie de l'histoire de la conscience, lui aussi. L'évolution, mûrir. Ce n'est pas que nous partons de tellement bas, au bas de l'échelle. Oui, dans un certain sens, du point de vue du monde, oui, mais à tous les niveaux, s'y inclut l'enfer, le suprême s'occupe des êtres. Et certains sont destinés à être dans un état d'enfer, infernal, pour toujours. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toujours. Aussi longtemps qu'ils correspondent au rôle. Mais la nature des choses et l'évolution. Et parfois, évolution et revenir à une sorte de fin de parcours. C'est vivant de dire que les choses, au bout d'un certain temps, doivent s'exprimer, mais revenir à leur source, à l'intérieur de ce qui est au-delà du temps. En passant du temps avec toi et en satsang, ce que je vois, c'est que je sais désormais que certaines routes sont sans issue, certains chemins. Et il y a une partie de moi qui refuse de suivre les chemins proposés par le mental. Et la conscience reste davantage à la maison, disons. Oui, elle mijote. Quand vous êtes en cuisson rapide, bon, mais parfois, c'est simplement un mijotement. Mais nous en avons conscience aussi, mais il donne une sensation beaucoup plus relaxe. Certaines plantes, pendant la cuisson, produisent une mauvaise odeur, mais pour d'autres plantes, le fumet qui s'échappe de la casserole, qui mijote, est très agréable. Et vous voyez l'harmonie partout, même dans ce qui n'est pas harmonieux. Et vous dites peut-être, mais pourquoi cela doit-il arriver ? Mais quelque chose en vous reconnaît que ça arrive, parce que ça doit arriver. Est-ce que cela signifie que nous ne devons jamais rien faire si nous apercevons de quelque chose ? Quelque chose pourra se manifester dans le corps et s'en servir pour changer le cours de ce qui se passe. Ou alors cela pourra provenir plutôt du mental, parce que c'est ainsi que veut s'exprimer l'énergie, soit à travers le mental, soit à travers l'esprit, soit à travers la forme. Elle trouve son chemin, et sa sagesse est si parfaite qu'elle ne fait jamais d'erreur. Toutes les erreurs viennent du mental. Incroyable. Tel est le Père, tel est l'être suprême.